6 heures de temps, c'est le temps qu'a passé Blaise Compaoré hier à Abidjan. Une visite éclair d'amitié et de travail à son homologue ivoirien qui a permis également au numéro 1 burkinabé de s'enquérir de l'état de santé du président ivoirien. Aujourd'hui, c'est le mercredi des Cendres, une célébration qui marque pour les chrétiens catholiques le début de 40 jours de jeûne et de privation. Un tour dans cette édition en Centrafrique où la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, plaide pour un soutien massif de la RDC à son pays. Bonjour à tous et merci de choisir RTI2 pour vous informer. Le président Blaise Compaoré était hier en terre ivoirienne, une visite d'amitié et de travail au cours de laquelle le numéro 1 burkinabé a profité pour s'enquérir de l'état de santé de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui se remet d'une opération chirurgicale. Les deux hommes ont également évoqué les questions bilatérales et la crise politique au sein du parti présidentiel au Burkina Faso. Le point de cette visite avec Viviane Haïma. Ce fut une longue visite de 6 heures d'horloge que le chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré a rendue ce mardi au président de la République Alassane Ouattara, rentré dimanche de soins médicaux administrés en France. Geste d'amitié et de soutien que le président de la République a accueilli avec gratitude. Monsieur le Président, je voudrais vous dire un très grand merci et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Compaoré, qui est venue me rendre visite à l'hôpital américain. Et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité, que Mme Ouattara et moi, nous avons particulièrement apprécié en son nom. Et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier. Vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse, et vraiment vous dire, Président, que vous êtes notre frère. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bien sûr, chers frères, je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir de pouvoir vous retrouver en pleine forme. Merci beaucoup. Et surtout après cette épreuve douloureuse, car rester dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Et donc, je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver, mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir au retour de la France. Cette visite a été mise aussi à profit par les deux chefs d'État pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets à réaliser dans le cadre du traité d'amitié ivoiro-burkinabé, les questions d'ordre politique et économique relatives à la sous-région ouest-africaine et à la CEDEAO et le partenariat Afrique-Union européenne. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous fin juillet à Ouagadougou pour le sommet d'amitié Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les chrétiens catholiques du monde entier observent à compter d'aujourd'hui 40 jours de jeûne et de privation. C'est le mercredi des Cendres qui marque le début du carême chrétien qui se résume en 3 actions essentielles, la prière, l'aumône et le jeûne. Le but essentiel de ce temps de pénitence est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection du Christ. Une escale dans cette édition à Moronou, localité située à environ 175 km d'Abidjan. Bien qu'étant un village à forte dominance baoulée, plusieurs autres communautés, pour la plupart membres de la CEDEAO, y vivent. Une cohabitation entre autochtones et allogènes qui n'a connu jusque-là aucune défaillance depuis 1800, date de création du village. Un exemple donc de cohésion sociale à suivre, c'est ce que nous dit, grâce à Adrienne Kando, notre envoyé spécial dans la région des Lacs. Situé à 172 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord dans le département de Toumoudi, Moronou relève de la sous-préfecture de Kpebo. Ici, la population est estimée à environ 12 000 habitants, composée d'autochtones et une forte communauté de la CEDEAO. Moronou est un village créé vers les années 1800 et les populations y vivent en bonne intelligence. Depuis 1998, je suis à Moronou ici. Tellement qu'ils sont gentils que je suis à eux là. J'ai demandé terrain, on m'a donné. Je suis parti aller construire où maman je me repose. Aller là, c'est pas le magasin. Je ne lui pas maison dans la mer de quelqu'un. On n'a pas de problème avec les étrangers. S'ils ont un problème, ils viennent nous voir, on règle leurs problèmes. Si on a des problèmes,
Bon, ça, les voir, bon, on règle tout ensemble. On avait, eux, ils sont comme bon, nos frères du village. Avis partagé par les autorités coutumières. Entre eux et nous, il n'y a pas d'histoire. Toutes les actions que nous menons au village, ils participent. Même quand il y a des décès, ils s'alignent. Ils nous font le yako. Pendant la crise pastorale, nous avons vécu en harmonie avec nos étrangers. Chose que dans le village, ça n'a pas été la même chose. Le chef a dit, quand il s'est levé, il dit allons à gauche, et les étrangers l'ont suivi. Moronou est chef-lieu de canton de 12 villages. En termes d'infrastructure, cette localité est très peu nantie. On y trouve 2 écoles primaires publiques et un centre de santé urbain. Le Massa 2014 poursuit son bonhomme de chemin. Les troupes Le Chant sur la Loé, venues du Gabon, et la compagnie Faso Danse du Burkina Faso étaient en attraction à la Bourse du Travail du Treichville lors de la 3e journée Massa. Allons à la découverte de ces festivaliers avec Franck Quadio. Mélopée suave qui au fil des minutes monte crescendo. Un murmure à l'oreille qui sait de temps à autre se transformer en tempête. Une tempête venue du Gabon. La troupe Le Chant sur la Loé est sur scène à la Bourse du Travail de Treichville. Une 3e journée du Massa placée sous le signe du renouveau, une façon de valoriser l'art africain. Pour la responsable du groupe, ce marché est un outil de brassage humain. Échanger avec d'autres groupes artistiques et présenter aussi ce que nous faisons, qui est une option tout à fait nouvelle et pas évidente parce que nous faisons du vocal, mais du vocal dans la tradition et également avec des mises en scène et de l'expression. À la verve du chant succède une autre intention artistique. Un homme seul se fait maître de la scène. Proposition du Faso Dance Théâtre du Burkina Faso. Tonicité, expression corporelle et scénique maîtrisée. Le meilleur reste à venir. Une 60aine de groupes arpenteront les différentes scènes lors de ce Massa 2014. En marge de toutes les prestations artistiques qui ont lieu dans plusieurs communes d'Abidjan, des panels et tables rondes se tiennent également à l'occasion du Massa 2014. Le premier panel qui s'est tenu le 3 mars avait pour thème l'apport du numérique à la création, production et diffusion du spectacle. Il a réuni plusieurs acteurs et opérateurs culturels et c'était à l'Institut français d'Abidjan. On reste avec Franck Quadio, notre spécialiste culture. Les arts de la scène, des arts vivants dont la dimension sociale préserve d'une certaine technologie dépendance. Du moins le pensait-on, mais de plus en plus, les créateurs intègrent le numérique à leur démarche artistique. Le numérique permet de discuter avec le public qui est à l'autre bout du monde, lui vendre un disque, même pourquoi pas lui montrer le concert à l'autre bout du monde. Et là, c'est nouveau. Le numérique te permet d'être plus efficace, le numérique te permet de gagner plus en temps. Mais le numérique ne peut pas se substituer à la création artistique. L'apport du numérique à la création jusqu'à la diffusion du spectacle, sous-thème en filigrane du Massa. Un système numérique qui ne saurait cependant être une fin, il faut selon certains savoir l'apprivoiser. Nous mettons le numérique au service de notre art. Pour nous, le numérique aujourd'hui nous aide à toucher un public plus large. S'adapter au numérique pour être à niveau. L'industrie culturelle étant partout en nette progression. Mais encore faut-il se fixer les bons objectifs. Le nombre de choses à préserver, il est énorme. Que ce soit des langues, que ce soit des expressions, que ce soit des pratiques. Problème, oui, bien sûr, il aurait l'intérêt. Mais qui va digitaliser, qui va numériser, qui va stocker, qui va garder? Encore quelques jours pour trouver réponse à ces préoccupations. Le Massa Musique et en marge le Massa rencontre de professionnels pour mieux faire avancer l'art et relever de nouveaux défis.
En bref, au Soudan du Sud, les belligérants sud-soudanais ont ajourné jusqu'au 20 mars prochain les négociations autour d'un accord de paix. Depuis le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud est en proie à une dissidence armée qui a entraîné des milliers de morts. En Centrafrique, la présidente de transition Catherine Samba-Panza était en République démocratique du Congo. Elle y était pour prendre part au 2e Forum mondial des femmes francophones. Une occasion pour Catherine Samba-Panza de plaider pour un soutien massif de la RDC à son pays. La 2e édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. À Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Catherine Samba-Panza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans aide extérieure. Pourquoi je lance du haut de cette tribune un vibrant appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum, immédiat et unanime, a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la Présidente, je me tourne vers vous et avec moi toutes les femmes de cette Assemblée pour vous dire combien nous sommes solidaires et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien se teinte d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Les risques de déstabilisation inquiètent bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé aux membres du Conseil de sécurité le déploiement de 11 820 casques bleus en RCA. Une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins 6 mois de préparation. Au Venezuela, plusieurs milliers d'étudiants et de sympathisants de l'opposition continuent de manifester à Caracas pour dénoncer, comme ils le font depuis près d'un mois, l'insécurité et la délicate situation économique du pays. Au Venezuela, nouveaux affrontements lundi en marge d'une manifestation contre le gouvernement. Un groupe de radicaux a bloqué un quartier de Caracas avant de s'en prendre à la garde nationale qui a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène, faisant 17 blessés légers. Un an après la mort d'Hugo Chavez, la tension est à son comble. Depuis plus d'un mois, des milliers d'étudiants protestent contre la vie chère, l'insécurité ou encore la gestion du pays par son successeur, le président Nicolas Maduro. Et puis, sachez que ces manifestations se tiennent en marge de la commémoration du premier anniversaire de la disparition de Hugo Chavez, ex-président vénézuélien terrassé par un cancer. Enfin, en Ukraine, le bras de fer se poursuit entre la Russie et les Occidentaux. L'ordre russe règne désormais en Crimée et on l'a appris il y a peu. Un début de processus politique devrait être enclenché ce mercredi à Simferopol, la capitale régionale. Toutes les bases militaires de Crimée sont désormais encerclées par des forces pro-russes qui chaque jour confortent leur position. Malgré un nouvel ultimatum enjoignant les soldats ukrainiens de se rendre, aucun assaut n'a été lancé. Mais pour la première fois, les forces russes ont tiré un coup de semonce sur les Ukrainiens devant la base aérienne de Belbek près de Sébastopol. Alors que de toute évidence, la Russie a fait main basse sur la péninsule ukrainienne, Vladimir Poutine a démenti l'engagement des forces russes en Ukraine, préférant évoquer dans une dialectique digne de l'ère soviétique des forces locales d'autodéfense. Pour quelle raison utiliser la force armée? Ce serait en dernier ressort, vraiment en dernier ressort. Si nous prenons la décision d'utiliser la force militaire en Ukraine, elle sera tout à fait légitime. Dans cette première intervention, depuis la mise en place d'un gouvernement pro-européen à Kiev, Vladimir Poutine avertit également les États-Unis que toute menace contre son pays serait contre-productive et nuisible. Une réponse à Washington qui a rompu lundi toute coopération militaire avec la Russie et envisage des sanctions avec les Européens. Je pense que la condamnation unanime émanant des pays à travers le monde montre à quel point la Russie se trouve du mauvais côté de l'histoire.
Le chef de la diplomatie américaine est arrivé mardi à Kiev. Il a promis une série de mesures économiques au nouveau pouvoir. Une équipe du Fonds monétaire international est également attendue pour discuter d'un plan d'aide, alors que la Russie vient de décider de mettre fin au rabais sur le gaz consenti jusque-là à l'Ukraine. Sachez également, avant de refermer cette édition, que les éléphants de Côte d'Ivoire seront ce mercredi soir face au Diable Rouge de la Belgique. Un match amical en prélude au Mondial 2014 qui doit se tenir au mois de juin prochain. Merci de votre attention et très bon début de carême à tous les chrétiens. Au revoir.